Je vais vous offrir une approche complémentaire sur cette question des écosystèmes d'innovation. Moi, je viens de la philosophie, donc j'ai un regard philosophique sur cette question. Et dans ma vie, je fais plusieurs choses. Je fais de la recherche sur l'évolution de la société, l'évolution de la culture, plus précisément sur notamment l'émergence d'une culture de la créativité. Et à côté de ça, je suis sur le terrain en tant qu'intellectuel engagé, parce que j'ai fondé un mouvement citoyen qui s'appelle le Courant Constructif, et qui a pour but, ce mouvement, de rassembler des solutions par rapport aux enjeux qui se posent à l'humanité aujourd'hui, notamment l'enjeu écologique. Et sur le terrain, qu'est-ce que j'observe? J'observe que quand on partage des solutions, c'est-à-dire des innovations en fait, on est confronté à tout un terreau culturel défavorable. C'est-à-dire que les gens sont dans une logique souvent technophobe, par exemple. Ils ont un esprit décroissant. Ils ont l'influence aussi de tout ce courant qu'est la collapsologie. Ils ont eu vent d'informations qui les ont rendus très pessimistes et qui font qu'ils ne croient plus ni au progrès, ni à la civilisation, ni à la modernité, etc. Donc tout ça me fait sentir qu'il y a un terreau culturel qui a été mis en place sur des décennies et qui est défavorable à l'innovation, particulièrement en France. J'en avais parlé légèrement la dernière fois que j'étais intervenu ici. Il y a eu un sondage qui a montré que maintenant 54% des Français s'intéressent à la décroissance. Donc, vous voyez un peu le climat. Alors la question pour moi qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des écosystèmes d'innovation avec une intensité d'innovation dans un monde qui devient culturellement défavorable aux conditions culturelles de l'innovation? Est-ce qu'on peut avoir longtemps encore une culture favorable à l'innovation dans un monde où se propagent tous ces discours pessimistes, effondristes? Voilà, donc ça c'est la question à laquelle je suis confronté, que je sens parce que je suis en contact des gens sur les réseaux sociaux, et on voit à travers leurs critiques à quel point ils sont défavorables à notre monde, en fait, au monde qu'on a bâti avec cette modernité. Et donc se pose pour moi la question des conditions culturelles de l'innovation. Alors, par rapport à ce sujet, moi j'ai une approche un peu différente, parce que quand on pense en termes d'écosystème, tout de suite on est conduit sur un mode de pensée spatial. Écosystème, il y a le mot éco qui vient du grec oike. L'oike, c'est la maison, donc c'est un espace. Vous voyez, comment on va gérer un domaine spatial. Et donc la question des écosystèmes nous porte tout de suite à réfléchir sur où sont situés les écosystèmes d'innovation dans le monde. On est dans une logique d'espace. Où c'est situé, comment ces espaces sont structurés en interne, comment ils sont connectés entre eux. Donc c'est des réflexions très spatiales. Mais le mot innovation, lui, si on l'observe, si on observe ses racines, innovare, ça veut dire introduire de la nouveauté. Donc l'innovation, l'essence de l'innovation, c'est introduire de la nouveauté. Or la nouveauté, le nouveau, ça n'est pas un concept spatial, c'est un concept temporel. L'innovation, c'est un processus qui opère dans le temps. Et donc il y a une autre approche possible de cette question de l'innovation qui est de réfléchir aux conditions qui ont rendu historiquement possible l'émergence d'une culture de l'innovation. Pourquoi je dis ça? Parce que ça n'est pas allé toujours de soi dans l'histoire qu'il y ait une culture de l'innovation. On a eu des cultures de chasseurs-cueilleurs qui étaient déjà centrées sur l'alimentaire, la survie. Et dans ces circonstances-là, on n'avait pas beaucoup de place pour l'innovation. Dans les cultures traditionnelles, la tradition, c'est une culture de la transmission, orale ou écrite, d'un schème culturel qui se reproduit quasiment à l'identique de génération en génération. Et donc dans ces cultures-là, l'innovation, la nouveauté, est assez mal vue en vérité. Ou du moins, il n'y a pas une culture qui valorise le nouveau. Et puis il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est qu'à un moment donné, quelque part dans le monde, à savoir en Occident, on a créé une culture qui est favorable à la nouveauté. Et ça, c'est un phénomène historique inédit, qui après s'est répandu dans le monde entier, et qui aujourd'hui nous semble totalement évident.
Et donc ça nous fait oublier qu'il y a des conditions favorables, des conditions culturelles qui sont favorables à l'innovation. Donc ces conditions culturelles, elles sont très subtiles, ça n'est pas quelque chose de quantifiable. C'est une trame culturelle, un terreau culturel qui fait que les gens sont portés à penser innovation, dans un sens positif. Et qu'ils n'ont pas peur d'innover parce qu'il y a toute une culture qui valorise l'innovation. Je vous rappelle que Giordano Bruno, par exemple, a fini sur un bûcher. Enfin, on vient de loin, quand même. Voyez. Donc, l'innovation, il fut un temps où c'était dangereux. Voilà. Aujourd'hui, c'est valorisé. Qu'est-ce qui s'est passé culturellement? Alors, donc, je vous propose une petite réflexion sur les conditions culturelles de l'innovation. J'en ai un certain nombre. J'essaierai de tenir dans le temps. Mais effectivement, tout ça est relatif à notre rapport au temps, essentiellement. Il y a des cultures qui ont une conception du temps, par exemple cyclique, qui ne sont pas très favorables à l'innovation. Pour qu'il y ait une culture favorable à l'innovation, il faut qu'il y ait une conception du temps évolutif. Typiquement, la notion de progrès, c'est une conception du temps en soi. C'est une conception du temps déjà linéaire, et puis un temps qui évolue vers quelque chose de positif. Voilà. Quand on est dans une culture cyclique, du temps cyclique, ou une culture décliniste, par exemple, dans le traditionnalisme de René Guénon ou d'autres traditionnalistes, on a là une conception du temps où on part de quelque chose de très positif qui est un âge d'or, et après, tout le reste du temps est un déclin progressif, une décadence progressive. C'est l'inverse du progrès, vous voyez. Bon, ben, dans des cultures comme ça, traditionnalistes, l'idée n'est pas d'innover, d'aller vers le futur, mais plutôt de revenir à la source, de revenir à l'origine qui était parfaite, qui était un âge d'or, etc. Donc effectivement, il y a bien une conception du temps qui est favorable à l'innovation. À côté de ça, de base, il faut du temps pour innover. Dans une culture qui est centrée sur la survie, on n'a pas de temps à dégager pour l'innovation. Ça demande énormément de temps d'innover. Donc il ne suffit pas d'avoir des espaces pour innover, il faut aussi avoir du temps. C'est tout bête, mais il faut dégager une certaine partie de la population qui puisse se consacrer à ça. Voilà. Alors après, il y a un troisième élément temporel qui est très intéressant, c'est le sens du sacrifice en termes de temps. Pour être dans une culture de l'innovation, il faut être capable d'investir le long terme. Quand on est dans une culture du court terme, une culture du carpe diem, par exemple, ou bien toute cette spiritualité qu'on voit aujourd'hui sur le pouvoir de l'instant présent, qui nous apprend à considérer qu'il faut faire abstraction de toutes ces réflexions mentales sur le passé et le futur, et revenir au temps présent, un peu comme on l'a fait là. Alors ça, c'est très bien. Mais à un moment donné, si on veut une culture de l'innovation, il faut être projeté vers l'avenir. Il faut penser au futur. Et donc, oublier un peu le présent. Et donc, cette culture de l'innovation, il y a une très belle citation qui vient de Luc Ferry et qui a été reprise par Étienne Klein dans son livre « Sauvons le progrès ». Et donc, cette citation de Luc Ferry, c'est « Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. » Il faut avoir un sens du sacrifice, du temps présent. Il faut avoir le sens de la contribution au futur et peut-être même aux générations futures qui bénéficieront de ce progrès. Donc vous voyez, il y a une conception du temps et une sensibilité au temps très précise qui rend possible une culture de l'innovation. Après, il y a d'autres éléments, d'autres facteurs essentiels, notamment l'éducation. Il va de soi que quand on est dans une culture de l'obéissance, quand on apprend aux enfants d'abord à obéir, ou bien à être dans une attitude mimétique vis-à-vis des adultes, on ne favorise pas en eux l'émergence d'un processus créatif. C'est Ken Robinson qui a très bien analysé ce phénomène, qui montre que l'école tue la créativité. Or, l'innovation, c'est la fin d'un processus de long terme qui commence par, comme dirait Michel, trouver son génie, puis ensuite développer son génie, pour pouvoir ensuite être capable de le manifester dans le monde, jusqu'au jour où on va être capable d'en vivre et de le professionnaliser. Et à partir de là, on entre dans un processus où on va offrir au monde son innovation. Vous voyez, c'est un processus de long terme qui commence dans l'enfance par une forme d'éducation qui nous aide à trouver notre génie. Si vous n'avez pas un processus comme ça, après vous avez des adultes identiques, conformistes, qui ne génèrent pas des processus d'innovation.
Donc la condition éducationnelle est très importante aussi. Après, il y a la dimension des médias. Les médias, c'est quand même toute une structure qui, chaque jour, valorise certaines informations plutôt que d'autres. Et donc, on peut être amené à valoriser plus ou moins l'innovation, ou on peut être, comme c'est souvent le cas dans notre société, dans nos médias à nous, on peut favoriser plus ou moins la valorisation de ce qu'il y a de pire en l'homme, notre capacité à nous autodétruire, tout ce qui est cette focalisation sur les scandales, sur les catastrophes, sur le terrorisme, sur voilà, toutes ces mouvances destructrices. Pour qu'il y ait un terrain favorable à l'innovation, il faut qu'il y ait des médias focalisés sur ce que l'homme fait de bien, sur ce qu'il y a d'intelligent en lui, des médias capables de valoriser le génie en l'homme. Et là, derrière, il y a toute la question des modèles identificatoires qu'on offre aux gens et à la jeunesse. Chaque jour, les jeunes, on leur propose un certain nombre de modèles, des stars, des chanteurs, etc. Bon, il va de soi que si on leur propose comme modèle des gangsters plutôt que des génies constructifs qui rendent ce monde meilleur, eh bien, on ne favorise pas chez eux un processus d'innovation. Vous voyez ? Donc la question des modèles identificatoires qu'on propose, est-ce qu'on valorise suffisamment les génies? Et là, il y a quelque chose de formidable qui est les TEDx. Moi, j'adore les TEDx. C'est une culture de la valorisation du génie, du talent, des idées, etc., qui manque à la télévision. Voilà. Donc le facteur médiatique est essentiel. Vous voyez, c'est des choses très subtiles, mais tout ça, ça crée quand même un terreau plus ou moins favorable. Et actuellement, on le voit beaucoup dans les médias valorisent extrêmement tous ces discours pessimistes, catastrophistes, effondristes. La collapsologie est passée dans quasiment tous les grands médias mainstream. Donc il y a un choix là qui est fait et qui ne favorise pas l'innovation. Voilà. Après, il y a deux éléments pour terminer qui sont encore plus subtils. C'est que pour qu'il y ait une culture de l'innovation, je dirais à l'échelle d'un pays, il faut qu'il y ait une certaine volonté de puissance. Alors là, bon, quand je parle de volonté de puissance, ça fait référence bien sûr à Nietzsche, mais aussi à un autre auteur qui me passionne, qui est Bloom, qui a écrit Le principe de Lucifer. Et Bloom explique que chaque nation est dans une compétition dans ce qu'il appelle un ordre de préséance. Il y a des nations qui sont dominantes, la Chine, les États-Unis, et d'autres qui sont complètement dominées. Et il y a une lutte entre les nations, et cette lutte est une lutte qui passe par l'innovation. Voilà. Donc c'est à travers l'innovation que se joue la compétition des nations. Et donc une nation qui n'a pas de volonté de puissance ne va pas investir l'innovation suffisamment pour pouvoir atteindre une certaine dominance à l'échelle internationale. Et le deuxième facteur qui joue énormément et qui est lié, c'est d'avoir une culture de la transgression, parce qu'il n'y a pas d'innovation sans transgression. Pourquoi la culture moderne est si innovante ? Parce qu'elle s'est constituée entièrement en tant que culture de la transgression de la tradition, transgression de toutes ces normes traditionnelles, religieuses, etc., remise en cause du sacré, et jusqu'à aujourd'hui encore, on ne cesse de commettre des sacrilèges. Aujourd'hui, le sacrilège du transhumanisme, qui remet en cause tout un tas de normes sur le sacré de la vie, du vivant, etc. L'innovation passe souvent par la transgression. Ça peut être la transgression des limites qui nous sont imposées par la nature aussi. L'homme ne cesse de repousser ces limites qui lui sont imposées, etc. Donc cette culture de la transgression, c'est un élément fondamental. Il va de soi que dans une culture du sacré, où tout est sacré, on ne peut toucher à rien, donc on ne peut rien bouger, et tout devient statique, parce qu'on considère que comme c'est sacré, il ne faut surtout rien toucher. Donc voilà, il y a cette notion de transgression qui a émergé beaucoup avec la modernité, et avec la désacralisation du monde. Alors ça pose d'autres questions qui sont des questions éthiques, mais néanmoins il y a un lien profond entre désacralisation, transgression et innovation. Voilà pour quelques pistes sur les conditions culturelles donc, de l'innovation.